C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop. Vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons l'enseignant-chercheur à l'UCAD, précisément à la FASEG, la Faculté des sciences économiques de gestion, Monsieur Mamadou Gano. Bonsoir. Bonsoir, M. Der. Vous êtes par ailleurs maire d'une commune, Madina Chérif. C'est dans quelle localité? C'est effectivement dans quel département? C'est dans le département de Kolda, mais plus exactement au niveau du bassin de l'Anambé. Un coucou donc au Kolda Nabé. Alors, on va parler de l'impact et des conséquences et de la relance de notre économie avec la Covid, justement. On est en pleine période de Tabaski, qui est une grosse période d'activité économique. Et il y a une recrudescence des cas de Covid. Pour vous, quelles vont être les conséquences ou l'impact en tout cas de ces cas sur cette activité économique, sur cette période? Après, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais très rapidement, à l'entame de mon intervention, saluer vos téléspectateurs et effectivement parler de cette situation que nous vivons avec cette troisième vague de Covid-19 qui aujourd'hui est en train de remettre à nu l'ensemble des efforts qui ont été consentis. Plus la fête de Tabaski qui est une fête extrêmement populaire, une fête d'engouement où il y a une forte fréquentation des lieux publics, que ce soit les marchés, que ce soit les transports, que ce soit les commerces. À partir de ce moment, il y a des inquiétudes quant au non-respect des mesures barrières. Et à ce niveau, on doit exhorter nos compatriotes à penser aussi bien à la fête, mais à se prémunir en portant les masques, mais aussi en se limitant par rapport à la fréquentation dans des lieux publics où le besoin ne se fait pas sentir. Il est évident que si l'on ne prête attention, il peut y avoir des conséquences. Mais je pense que depuis un certain temps, beaucoup de mesures sont prises pour permettre réellement à l'ensemble des structures sanitaires dans les différents départements de prendre en charge la question de façon adéquate et de prendre en charge la question des mesures barrières. Le fait de faire des rappels. Vous avez vu dans certaines régions, vous avez des gouverneurs qui se sont levés avec les préfets, les sous-préfets, l'ensemble des services. Vous avez vu aussi la société civile, vous avez vu les associations de jeunes, de femmes qui aujourd'hui ont compris que le Covid-19 va de façon conséquente nuire sur l'activité économique, nuire sur la relance économique. C'est dans ce sens quand même qu'on doit pousser les populations à faire attention. Mais au même moment, professeur, on a vu également les hommes politiques organiser de grands rassemblements. Oui, mais il y a quand même une conséquence normale. Il y a eu quand même un travail extrêmement important qui a été réalisé, notamment lors de la première vague, ensuite lors de la seconde vague. Et ce travail a permis quand même de passer presque des centaines de cas à presque 0 cas, voire deux ou trois, reparti en flèche, professeur. Tout ça a été donc un coup d'épée dans l'eau, avec des cas records entre ces 3 derniers jours. Oui, c'est évident. Comme cette maladie, il faut comprendre, c'est une maladie complètement nouvelle. À chaque fois qu'il y a une nouvelle variante, elle remet en cause tous les efforts. C'est ça la réalité de cette maladie. Pendant longtemps, les gens ont fait des efforts. Ces efforts ont porté des résultats. Mais il a fallu qu'à travers le déplacement des personnes d'un pays à un autre, que la variante indienne, notamment la variante Delta, arrive au Sénégal pour remettre en cause tous les efforts qui ont été faits. Et donc, à partir de ce moment, des mesures sanitaires urgentes méritent d'être prises. Certainement, les autorités sanitaires vont sévir pour limiter quand même par rapport à la propagation de ces nouveaux cas, mais surtout aussi pousser les populations à se vacciner. Parce qu'il y a quand même un effet psychologique dans la tête des populations sur le vaccin. Il serait intéressant quand même de pousser les populations pour se vacciner. Également, il n'y a plus de vaccin au moment où l'on parle. Non, mais des mesures certainement sont prises. Je pense que si ensemble nous avons vu l'actualité, donc des centaines, des milliers de vaccins doivent arriver d'un moment à l'autre quand même pour permettre aux populations qui veulent se vacciner de se faire vacciner. Alors, vous l'avez dit dans vos propos, des mesures ont été prises pour la relance. Est-ce que c'était des mesures adaptées à votre avis? Oui, vous savez, il faut d'abord comprendre un peu le contexte économique de l'économie sénégalaise avant même de parler de la situation conjoncturelle.
Si vous prenez l'économie sénégalaise, c'est une économie où vous avez un secteur tertiaire très fort qui concentre 61% de la richesse créée par an. Vous avez ensuite le secteur secondaire, tout ce qui est économie extractive, tout ce qui est mine, qui concentre à peu près 23% de la richesse créée par an, le PIB. Et enfin, maintenant, le secteur primaire, où vous avez 50% des emplois sont créés dans le secteur primaire. Et ce secteur primaire, malheureusement, ne contribue qu'à hauteur de 16%. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, la pêche, donc l'ensemble des productions non transformées. Donc, à ce niveau, la crise du coronavirus a fortement affecté l'ensemble de ces secteurs. Mais heureusement, quand même, que le secteur agricole a pu permettre quand même de diminuer un peu l'impact négatif, eu égard aux bonnes productions. Et il y a d'autres secteurs aussi qui ont été très touchés. Le secteur, par exemple, du tourisme. Et n'oubliez pas que le tourisme contribue à hauteur de 8% dans le PIB. Le secteur de la restauration a été fortement affecté, le secteur du transport. C'est dans ce cadre que, dès le début du programme, le président de la République a mis en place ce qu'on appelle le programme de résilience économique et sociale, doté d'un fonds de 1000 milliards. Donc, si vous regardez, dans ce fonds, en réalité, 853 milliards, si ma mémoire est bonne, est destiné pour soutenir les entreprises. Donc l'autre partie, en réalité, concerne notamment le système sanitaire, avec 97 milliards. Et 87,5 milliards pour le soutien aux ménages qu'on a vu. Et enfin, 12,5 milliards pour la diaspora. C'est ça les prévisions. Donc ce plan de relance, quand même, a permis de diminuer un peu les impacts négatifs. Mais cela étant, ce plan a été lancé en 2020. Aujourd'hui, nous assistons à une deuxième vague, à une troisième vague. Donc, cela signifie qu'il faut penser maintenant à changer la trajectoire économique. Le PAP 1 2014-2019 a été réalisé. On pensait maintenant de façon naturelle à aller vers le PAP 2 de façon normale, c'est-à-dire 2019-2021. Entre-temps, il y a eu la crise du coronavirus, ce qui a fait que le PAP 2 a été changé. Au départ, c'était 14 000 milliards. Aujourd'hui, le PAP 2 ne concerne plus, si vous voulez, cette façon de faire. On a revu le PAP 2, qu'on a ajouté deux expressions extrêmement intéressantes. Programme d'action prioritaire de la phase 2 du PSE, mais accéléré et ajusté. Donc, il fallait l'ajuster. Pourquoi l'ajuster? Parce que des secteurs devraient être soutenus. Comme des secteurs comme? Oui, aujourd'hui, le secteur de l'agriculture. Si vous prenez dans le cadre du PAP 2, le secteur de l'agriculture est un secteur extrêmement important. Il fallait donc promouvoir une agriculture intensive, une agriculture abondante, une agriculture de qualité et une agriculture résiliente. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à une souveraineté alimentaire, même si ce n'est pas pour demain, mais il fallait quand même pousser à créer les bases. Donc, investir plus de 1000 milliards dans l'agriculture afin de soutenir en réalité l'autosuffisance alimentaire dans plusieurs domaines. Ça, c'est un élément important. L'autre secteur prioritaire important, c'est une santé inclusive avec un renforcement de la protection sociale. Et on a vu aujourd'hui, heureusement pour le constater, qu'il y a eu beaucoup d'hôpitaux qui se sont ajoutés sur la liste sanitaire au Sénégal. Et ça, c'est une excellente chose. Ça va permettre à des Sénégalais qui avaient l'habitude de faire des centaines de kilomètres pour venir dans la capitale, de se soigner, que ça soit à Sédhiou, que ça soit à Kaffrine, que ça soit à Kédougou. Donc, ça rehausse en réalité le plateau sanitaire, ça permet une inclusion sur ce volet. Même si c'est insuffisant, il faut le dire. Oui, évidemment. Donc, n'oublions pas que le Sénégal n'est pas un pays émergent. On est sur la route de l'émergence, mais pour le moment, on n'est pas émergent. L'autre secteur important, c'est le soutien au secteur privé national. Et ça, je dois marquer un arrêt à ce niveau. Est-ce que vous savez, si vous prenez des entreprises sénégalaises, en réalité, presque 98% des entreprises sénégalaises sont des petites et moyennes entreprises. Cela signifie, quand on soutient ces PME, on peut facilement créer des emplois locaux, des emplois qui sont à la portée du Sénégalais qui n'a pas fait beaucoup de formation. C'est dans ce sens quand même que des efforts sont faits pour soutenir ce secteur, le secteur privé national, eu égard aux 353 milliards qu'on met dans le tourisme, eu égard aux 1000 milliards, 1066 milliards qu'on met dans l'industrie pour renforcer ce dispositif industriel, pour permettre en réalité à vous, comme d'autres Sénégalais qui avaient l'habitude d'aller passer des vacances à Paris, d'aller découvrir les îles du Saloum, d'aller découvrir la Casamance, d'aller découvrir le Dindé Fellow. Donc ça permet de développer le tourisme,
ça permet en réalité de pousser ces entreprises à réussir. Donc en le faisant, on pourra quand même relancer de façon efficace l'économie sénégalaise. Oui, vous trompez certainement. Je n'ai pas mes habitudes à Paris, hein. Soit dit en passant. Donc, on parle juste avant cet entretien du secteur des biens et des services où il y a beaucoup aussi de Sénégalais et beaucoup d'informels. Oui, mais n'oubliez pas, le Sénégal a une particularité. Nous avons une économie formalisée. Donc, généralement, quand on parle de formel, on peut avoir toute une philosophie derrière. Mais si on prend de façon juridique, c'est des entreprises qui sont reconnues, qui payent de l'impôt, qui font leurs déclarations. Mais naturellement, la plupart du secteur de l'activité économique, c'est dans le domaine informel. C'est le marchand ambulant, c'est l'agriculteur dans son champ, c'est l'opérateur privé qui est en réalité en train de vendre des tissus. Et ce secteur joue un rôle extrêmement important. Contrairement à dans les théories économiques, c'est un secteur aujourd'hui qui joue un rôle extrêmement important. Malheureusement, la plupart de nos théories économiques sont importées, donc on n'arrive pas pour le moment à formaliser de façon théorique la contribution réelle du secteur économique. Mais tout le monde sait que le secteur économique joue un rôle extrêmement important dans l'activité économique et dans la relance de l'activité économique. Et donc, il est important de soutenir quand même ce secteur. Maintenant, comment le faire? C'est à travers une motivation à la formalisation. Donc aujourd'hui, si vous prenez la nouvelle loi sur la définition des PME, on considère en réalité un entrepreneur, c'est-à-dire celui-là qui a son activité économique, il peut être considéré dans ce cas comme une entreprise. Et pour cela, si vous formalisez, vous pouvez avoir des subventions, vous pouvez avoir des bénéfices. Donc, il est important qu'à ce niveau, de pousser les acteurs à produire, mais aussi pousser les acteurs à mieux se structurer à travers une formalisation. Parce que sans la formalisation, au passage, vous ne pouvez pas gagner certains marchés, aussi bien dans le privé que dans le public. C'est pour cela qu'il est important de regrouper les artisans, les tailleurs, dans des coopératives, dans des groupements, afin de faciliter la production. Donc, professeur, en résumé, comment relancer la machine économique pour une reprise durable et résiliente? Oui, comme je l'ai dit, il y a des leviers. C'est-à-dire les leviers existent. Monétaire, budgétaire, oui, oui, il y a des mécanismes budgétaires à travers des subventions. Si vous prenez par exemple le secteur de l'agriculture, la subvention sur les semences, sur les intrants, est passée de 40 milliards à 60 milliards. Donc vous prenez dans ce même secteur, aujourd'hui, il y a des efforts extrêmement importants qui sont fait dans le cadre de l'acquisition du matériel agricole. Donc tout cela consiste à relancer. Si vous prenez le secteur de l'hôtellerie, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des crédits touristiques et hôteliers. Donc aujourd'hui, on permet à ces entreprises d'accéder facilement à des crédits via les fonds qui existent au sein de l'État, à travers la DER, à travers les autres mécanismes comme le FONGIP, qui n'est pas en réalité une banque, mais qui est une structure de garantie pour permettre à ces secteurs-là, à ces entreprises-là d'aller lever des fonds et se faire garantir par l'État. Donc tout cela participe à relancer en réalité le tissu économique et social. Alors, dites-moi un peu, vous serez d'accord donc avec votre collègue Felwine Sarr qui dit que la crise de la Covid indique une nécessité de changement et surtout de repenser le monde de demain pour changer de paradigme? Oui, c'est tout à fait. La crise a moins eu l'avantage d'un côté de montrer qu'une chose. Il n'y en a pas eu beaucoup, qu'on doit pas travailler. Du tout, mais cet avantage-là, oui, comme vous dites. Aujourd'hui, vous avez vu, quand il y a eu la crise, quand certaines entreprises occidentales ont produit des vaccins, automatiquement, ces États ont imposé à ces entreprises d'abord de fournir ces pays-là avant de penser en réalité aux pays en développement. Donc, cela signifie que la crise, au moins, a un effet positif, c'est de relancer la souveraineté alimentaire, la souveraineté pharmaceutique, la souveraineté sanitaire de façon globale, mais aussi pousser nos pays à investir dans les industries. Parce qu'en réalité, il est bon de produire, mais il est bon aussi de transformer. Si on ne travaille pas sur des chaînes de valeur, si on ne travaille pas sur des chaînes de valeur, en réalité, on aura perdu une bonne partie de la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple simple. Si vous prenez l'arachide sénégalaise, il suffit de produire. Vous vendez le kilo à 300. L'entreprise qui produit du chocolat, en réalité, va prendre 1 kg de pâte d'arachide, le traiter, mettre dans des pots, ajouter, augmenter de la valeur à travers un produit marqué. Automatiquement, il peut le vendre à 1 000 francs, à 2 000 francs, à 3 000 francs. Donc, en réalité, c'est la transformation qui crée plus de valeur ajoutée. Donc, il serait intéressant qu'à ce niveau,
qu'on travaille sur des chaînes de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, le projet des DAC est un projet très méconnu par les Sénégalais, mais c'est un excellent projet. Parce qu'on travaille sur des chaînes de valeur. On travaille sur l'intensification de la production, mais en réalité sur la qualité. En le faisant, dans cette trajectoire, on peut, avec l'investissement du secteur privé dans la transformation, dans la production, à coup sûr, à l'horizon 2035, on peut atteindre l'émergence. Mais cela signifie de repenser notre modèle économique, de mettre l'accent sur la souveraineté alimentaire, sur la souveraineté en réalité sanitaire, sur la souveraineté pharmaceutique, même si on ne peut pas avoir une souveraineté à 100%. On va toujours travailler avec le reste du monde parce que nous sommes dans un monde connecté. Donc, quelque part, il serait intéressant de travailler sur ces secteurs, de travailler sur des chaînes de valeur afin d'augmenter la production. Franchement, professeur, est-ce qu'on peut parler de vision pour l'industrialisation au moment où on parle ici au Sénégal, avec l'absence d'industrie quasiment? Oui, vous savez, le domaine de l'industrie est un domaine qui n'est pas aussi aisé. Parce qu'il faut quand même, quelque part, avoir un secteur privé qui met en place les mécanismes et qui se lance. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut comme préalable. Donc, les préalables, c'est quoi? C'est de mettre en place des zones économiques spéciales, des zones économiques intégrées. C'est de diminuer les taxes. Mais il y en a déjà. Oui, il y en a déjà. Mais donc, qu'est-ce qu'on les fait développer. Là-bas? C'est ça. Les développer. Comment de mettre les en place développer? des fonds d'appui sur l'industrie. Aujourd'hui, vous êtes industriel, vous avez envie de développer dans votre village la production laitière, et donc qu'il y ait un fonds. Donc, de mettre en place un mécanisme qui permet de travailler dans une chaîne de valeur. Je vous donne un exemple. Si vous prenez le secteur du lait, est-ce que vous savez qu'il y a autour de 70 milliards d'importations rien que sur le secteur du lait? Et pourtant, si vous prenez, la plupart des Sénégalais sont des éleveurs, soit des éleveurs en monde urbain ou des éleveurs en monde rural. Donc aujourd'hui, si on travaillait dans une production intensive du lait, on aurait dû arriver au résultat. Malheureusement, nos vaches ou bien nos systèmes d'élevage ne permettent pas de produire davantage. Donc, si vous prenez le secteur du riz, le riz importé, c'est autour de 200 milliards. Ce n'est pas pour rien que l'État est en train d'investir. Donc, si on permet de rapatrier 200 milliards qui auraient dû enrichir le paysan indien, le paysan pakistanais, vietnamien, ou chinois. ou chinois, là, ça permet d'augmenter la valeur ajoutée interne. Alors, professeur, rapidement, on est un peu pris par le temps. On va aller au-delà du Sénégal. Juste votre analyse sur la dette africaine. Oui, vous savez, la question de la dette, aujourd'hui, elle préoccupe les dirigeants de ce monde, notamment nos dirigeants africains. Heureusement, au niveau de la CEDEAO, nous avons des mécanismes qui poussent quand même les États à limiter le niveau de leur dette. Mais dites-vous bien, les économies les plus développées sont les économies les plus endettées. Oui, financées par la dette. Si vous prenez l'Angleterre, c'est plus de 100% du PIB qui est constitué sous forme de dette. Si vous prenez la France, les États-Unis ailleurs, c'est des pays pour lesquels vous avez une dette importante. Mais ce qui est important à travers la dette, c'est que la dette puisse quand même mettre en place des programmes structurants afin de porter le développement. Vous savez, malheureusement, la plupart de nos Sénégalais, certains disent qu'on ne mange pas la route. Mais la route, aujourd'hui, est un facteur extrêmement important de développement économique. Donc, c'est un facteur de vitalité. C'est un facteur par lequel on arrive à mettre en place les industries, on arrive à développer les entreprises. Et donc, il est extrêmement important que l'État travaille à mettre les conditions, les préalables. Si les préalables sont réalisés et le secteur privé est incité à travers le financement, à travers les mécanismes, que ce soit des mécanismes de subvention, d'incitation, donc cela peut relancer l'économie. Vous savez, l'économie, c'est une question circulaire. Si la production augmente, si en réalité le revenu augmente chez les ménages ont tendance à consommer. Et quand on consomme, la demande augmente. Et quand la demande augmente, la production augmente. Maintenant, surtout si la production elle est intérieure, elle est nationale, elle est faite par les acteurs privés, ça permet de façon nette d'augmenter le niveau économique, d'augmenter la croissance économique. Alors, en débutant, on a évoqué votre casquette de maire également. Vous êtes membre de la coalition au pouvoir. Medina Chérif, vous avez dit, dans le Kolda, dans le Fouladou. Vous comptez vous représenter? Oui, Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais vous êtes bien courageux et vous faites quoi de la consigne du patron de votre coalition qui dit c'est lui-même qui va choisir Non, je pense que c'est évident. Pour la petite histoire, j'ai fait le meilleur résultat du département de Kolda aux élections présidentielles. J'ai gagné
toutes les batailles. Et pour vous, ça suffit pour vous garantir... 79,5%, et donc on est dans des projets. Et ça vous garantit une réinvestiture d'après vous? Ça ne garantit pas, mais c'est un facteur important. L'autre élément important, c'est les réalisations. Je pense qu'à ce niveau-là, on a travaillé depuis 2008. Donc aujourd'hui, on continue à travailler. Donc ce qui est important, c'est de faire des réalisations importantes pour les populations. La dernière actualité, c'est le vote politique, c'est le vote du code électoral à l'Assemblée nationale. Votre appréciation de ce code, contesté par l'opposition? Bon, moi je pense qu'on a fait une grande avancée dans la démocratie et dans les élections, dans l'organisation des élections. Il faut se rappeler qu'avant le vote de ce nouveau code, il y a eu en réalité un dialogue. Il y a eu 20 mois de dialogue national qui ont abouti sur 25 points de consensus. Seuls 2 points n'ont pas été des points de consensus. Est-ce que ce ne sont pas les 2 points plus importants aux yeux de l'opposition? Oui, non, mais il faut comprendre par là qu'aujourd'hui, dans l'opposition, parmi ceux qui s'agitent, il y a certains qui n'avaient pas accepté de dialoguer. Et donc, ces points-là sont des points extrêmement importants de consensus. Et les innovations majeures, en réalité, en tant qu'acteur, moi je le constate que c'est extrêmement de très bonnes innovations. Vous savez, l'élection du maire a toujours été un problème. Les populations ont toujours porté leur choix sur quelqu'un qui incarne, que ce soit à travers les rencontres, que ce soit à travers le leader en tant que tel, qui est souvent le tête de liste majoritaire. Vous allez aux élections par mécanisme. Oui, par le truchement. Voilà, par le truchement. Des combinaisons, on va dire. De l'argent, entre guillemets. Voilà, donc les gens arrivent à faire voter quelqu'un qui n'était pas du tout connu en tant que leader, en tant que quelqu'un, un aspirant à la mairie. Et ça, au moins, on le corrige. Le maire est élu au suffrage direct. L'autre avantage important, c'est que maintenant, entre les listes majoritaires et les listes proportionnelles, on passe maintenant de 50% pour la proportionnelle à 55%. Et la majoritaire passe à 45%. Oui. Cela permet à des partis politiques qui ne sont pas assez lotis d'avoir des représentants dans le conseil municipal ou conseil départemental. Qui n'auraient jamais été représentés dans l'ancien système. Voilà. Et donc au moins ça, vraiment, c'est des points importants, sans compter maintenant que le parrainage n'est pas accepté dans les élections locales. Oui. Donc au moins ça, c'est des points extrêmement importants et il faut quand même féliciter son Excellence, le président de la République, qui pouvait, après ces élections, continuer à diriger le pays parce qu'il a eu le soutien des Sénégalais pour continuer à diriger le Sénégal. Mais il a pensé on ne peut pas développer ce pays sans pourtant une gestion inclusive de certains points. Et c'est à ce niveau-là qu'on arrive à ce code, je peux dire qu'un code qui est accepté, et y compris l'opposition qui est en train de s'agiter aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Gano, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également maire de Médina Chérif. C'est avec cette casquette d'ailleurs qu'on a conclu cet entretien. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus.